Bonjour à tous et bonne fête de la Tabaski à toute la communauté musulmane du Bénin et du monde entier. Bienvenue à cette session d'information sur Canal 3 Bénin, dont voici les titres. Au sommaire de ce 13h, la commémoration de la Tabaski en ce jour. Rendez-vous manqué dans les placidis certes, mais les fidèles ont prié dans les mosquées faites dans leurs maisons respectives. À Bomé-Calavi, prière, adoration et louange au prophète Mohamed et à Allah le Tout-Puissant dans un contexte de la pandémie du Covid-19. Tout se passe dans le respect des mesures barrières. À Siongbon Kanyi, en Siongbon, nous le dira davantage. 24 heures après les mesures complémentaires prises au profit des entreprises pour atténuer les effets de la Covid-19, le gouvernement a fait une sortie médiatique hier, jeudi. Objectif, tenir informé l'opinion publique des mobiles de cette démarche qui participe aux mesures sociales annoncées depuis peu. Les émissaires du gouvernement ont rencontré la presse hier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. À suivre également vers la fin de cette édition la cérémonie d'ouverture d'une exposition de reliques historiques de Ouida. C'est la maison du Brésil qui a accueilli cette exposition baptisée Si Ouida m'était compté. L'exposition en question a réuni les autorités du ministère du Tourisme et les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale. Voilà pour les titres. Merci de nous choisir pour vous informer. Les fidèles musulmans célèbrent en ce jour dans le monde entier la fête de la Tabaski. Au Bénin, précisément dans la commune d'Abomey-Calavi, prière, adoration, louange au prophète Mohamed et à Allah, le tout miséricordieux. Ceci dans le contexte de la pandémie du Covid-19. La fête a bel et bien commencé avec le respect des mesures édictées par le gouvernement. C'est un passage obligatoire pour avoir accès à cette mosquée d'Agori Plateau à Calavi en ce jour de la célébration de la fête de Tabaski. Le respect des mesures barrières. En communion avec les pèlerins à la Mecque, l'imam d'Agori Plateau et les fidèles ont prié Allah pour leur protection et bénédiction. Allah, le détenteur des trésors inépuisables et le pourvoyeur sans limite, selon l'imam Moutawakilou Boukari Malik, dans son sermon, qui a demandé la purification du monde entier et du peuple béninois. Nous prions Dieu de purifier la terre tout entière de cette maladie. On ne peut pas dire, parce que si la terre tout entière n'est pas purifiée, le Bénin aussi est toujours dans le problème. Il nous a montré sa colère, il nous a montré sa force. Maintenant, il faut que tous nous nous repentons, nous nous pardonnons et Dieu va remplacer cette colère et cette épreuve par de bons résultats pour nous donner une robuste santé, une robuste économie. C'est une occasion pour l'imam de rappeler aux fidèles que l'homme doit être optimiste et garder espoir malgré le contexte. Pour lui, cette pandémie qui est une épreuve passera un jour, car l'homme heureux est celui qui a traversé cette crise. Une idée que partagent nombre de personnes. Nous avons célébré cette fête dans l'allégresse, dans la paix, avec la nature qui nous a permis de ne pas célébrer cette fête dans la précipitation. Je crois que les instructions du gouvernement ont été respectées. En ce qui nous concerne, à Agori Plateau de Médine, donc nous avons respecté les instructions, les mesures barrières et je crois que c'est utile pour nous tous. Symboliquement, on allait prier à Eid, comme d'habitude, mais aujourd'hui, nous avons fait ça dans les mosquées. Nous sommes conviés à respecter les mesures barrières et pour pouvoir, disons, respecter ce que le gouvernement a dit. L'imam a par ailleurs imploré Allah pour la promotion de tous les cadres béninois. Aussi a-t-il invoqué Allah d'éclairer et d'assister le chef de l'État, Patrice Talon, les membres du gouvernement, les députés.
Merci à vous, Assiongbo Kanyi, Assiongbo. En titre également, atténuation des effets de la pandémie du Covid-19 sur l'activité économique, le gouvernement tient à respecter sa parole 24 heures après les mesures complémentaires prises au profit des entreprises. L'exécutif a donc fait une sortie médiatique hier, jeudi. Je vous le disais, l'objectif, c'est de tenir informée l'opinion publique des mobiles de cette démarche qui participent aux mesures sociales annoncées depuis peu. Les membres de l'exécutif ont rencontré donc la presse hier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Nassis Alossé, Henri Ganti. Face à micro et caméra pour expliquer les mesures complémentaires prises en faveur des petites et moyennes entreprises, 5 membres du gouvernement. Le ministre d'État chargé du plan du développement et ses collègues en charge de l'économie et des finances, des affaires sociales, des petites et moyennes entreprises et de l'agriculture. Au cours du conseil d'hier, donc, toujours dans le sens d'atténuer les effets de cette pandémie, nous avons pris des mesures pour relancer l'économie nationale et faire en sorte que les acteurs principaux de notre économie qui a été en croissance forte depuis ces 3 à 4 dernières années reprennent le chemin de la croissance. Et dans sa volonté de relancer l'économie nationale, le gouvernement a opté pour le financement du secteur agricole qui, selon les conférenciers, représente le quart de la richesse produite au Bénin, mais qui souffre d'un manque de financement bancaire. Au niveau du financement bancaire, 2,9% des crédits bancaires vont au secteur agricole. Donc moins de 3% des crédits donnés par les banques vont au secteur agricole. Au niveau des SFD, à peu près 17% des crédits des SFD vont vers ce secteur. L'essentiel des besoins de financement, que ce soit pour des besoins court terme, que ce soit pour des besoins d'investissement à moyen et long terme, sont quasiment non financés. Alors quand vous faites le constat que le secteur agricole, c'est le poumon de notre économie, c'est celui-là qui contribue le plus à la production de richesses, c'est celui-là où la majorité de nos frères et sœurs travaillent, que ce secteur a besoin de financement et qu'il n'est pas financé, il faut réfléchir et prendre des mesures pour essayer de réconcilier ça. Et c'est ce que le gouvernement a fait. Au total, 100 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour un package de 3 mesures. 50 milliards de francs CFA pour le financement, 35 milliards pour servir de garantie et 15 milliards pour la bonification. C'est ce qu'on apporte tout de suite pour rendre un peu plus flexible l'accès au crédit par les banques. Il s'agira surtout des projets phares. L'investissement dans la production pour booster la production, pour nous permettre d'avoir beaucoup de matières à transformer et à diversifier en fait, les chaînes de valeur ajoutée. Le Fonds national de microfinance a déjà pris ses dispositions pour mettre à disposition les fonds nécessaires pour les systèmes financiers décentralisés qui pourront venir prendre le financement à 2% et les sortir à 12% pour soulager les micro-entreprises et les petites entreprises. Pour que les banquiers soient plus rassurés à jouer leur rôle, à faire le financement, parce qu'il n'est pas du rôle de l'État ni de nos agences à faire du financement. Nous ne savons pas faire ça. Au-delà de leur portée sociale, insistent les principaux orateurs du jour, ces mesures procurent une certaine assurance aux établissements bancaires, restés jusque-là frileux sur la question de financement des PME. Du coup, les membres du gouvernement se félicitent de cette avancée économique. Passé 59 ans comme un pays pauvre, et depuis quelques semaines, nous sommes classés parmi les pays à revenus intermédiaires. Je le dis souvent, ce n'est pas par accident. C'est aussi grâce à tous les efforts qui ont été faits. D'abord en matière de réformes qui ont été entreprises depuis 2016. Ensuite avec les mesures structurelles qui ont été prises pour renforcer les bases de cette économie. Ces mesures complémentaires viennent quelques semaines après celles prises le 10 juin dernier et qui ont coûté 74 milliards de francs CFA aux contribuables béninois
au profit des entreprises et bien d'autres groupes sociaux. Des mesures que le gouvernement entend sortir du carcan conjoncturel imposé par la crise sanitaire mondiale pour les rendre structurelles et donc pérennes. Solidarité nationale et internationale contre la COVID-19, on en parle encore, du matériel de protection sanitaire en quantité suffisante pour permettre aux agents des douanes d'exercer leur mission en toute sécurité en ce temps de la pandémie. L'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, à travers la GIZ en coopération avec la CEDEAO et l'Union africaine, a offert à la Direction générale des douanes un important lot de matériel sanitaire. C'était jeudi à Cotonou. Idrissou Boukari. Dans la stratégie de réponse contre la propagation de la pandémie de Covid-19 mise en place par le gouvernement, ils sont en première ligne de combat à l'image du personnel de la santé. Les fonctionnaires des douanes appelés à renflouer la caisse de l'État malgré le contexte sanitaire, surtout au niveau des frontières. Une mission qui les expose plus au risque de contamination. Et c'est donc pour les soutenir que l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, à travers la GIZ, en partenariat avec la CEDEAO et l'Union africaine, dote l'administration des douanes des kits de protection sanitaire composés essentiellement de 1500 masques, 60 packs de 100 gants, 33 cartons de gel hydroalcoolique et 15 thermoflash infrarouges pour la prise de température. J'espère qu'ils vont vous aider à continuer d'assumer vos tâches très importantes. Vous savez que sans vous à la douane, avec les frontières fermées, on ne serait plus approvisionné et pas tout le monde a un jardin chez lui pour cultiver des légumes et des lapins pour se nourrir. C'est pour ça que je saisis l'occasion d'une part de vous, mesdames et messieurs des services de douane, de vous remercier pour vos efforts continus. Il paraît donc urgent et nécessaire que les administrations douanières puissent être dotées de moyens adéquats de protection pour remplir convenablement leurs missions sur le terrain. C'est pour ces raisons que la commission de la CEDEAO, à travers le département en charge des questions douanières, en collaboration avec la GIZ, met à la disposition de la Direction générale des douanes et des droits individuels du Bénin le matériel nécessaire pour se protéger contre la pandémie de la COVID-19 afin de remplir efficacement les missions. Le don de ce matériel sanitaire de la GIZ s'inscrit dans le cadre de sa composante régionale CEDEAO d'appui au programme frontière de l'Union africaine. Pour la direction des douanes, ce geste vient à point nommé pour mieux assurer la protection des agents. Monsieur le représentant de la coopération allemande, je vous renouvelle mes remerciements ainsi que ceux de la Direction générale des douanes et droits indirects, tout entière pour votre soutien et les efforts que vous avez consentis. Je vous prie donc, monsieur le représentant spécial, de bien vouloir transmettre à son Excellence le président de la commission de la CEDEAO, monsieur Jean-Claude Broum, qui a certainement voulu faire le déplacement, mais qui a été empêché, comme vous l'avez évoqué, l'engagement de l'ensemble du personnel des douanes béninoises à soutenir par son rendement la facilitation des échanges en vue donc du rayonnement de notre communauté. Ce lot de kits sanitaires est évalué à environ 4 millions de francs CFA. L'action n'est que la première d'une série que compte mener la GIZ à travers le programme frontière de l'Union africaine. Éducation maintenant avec ce chiffre, 84,70%, c'est le taux de réussite au plan national au CEP 2020. Fin de suspense donc pour les candidats à cet examen du certificat d'études primaires. La délibération a eu lieu jeudi après-midi à la direction des examens et concours. Vous suivez maintenant ici les détails de cette délibération avec le directeur des examens et concours enseignement primaire. On vient de délibérer les résultats du CEP session de juillet 2020. Les grandes tendances sont les suivantes. Le département du littoral vient en tête avec un nombre d'inscrits de 17 323, les candidats ayant effectivement composé 17 084, nombre d'admis
15 643, soit un taux de réussite de 91,56%. Lomé vient en deuxième position avec un nombre d'inscrits de 34 766, présents 34 224, admis 30 330, soit un taux de réussite de 88,62%. En troisième position, nous avons les départements des collines. Taux de réussite 87,53. Quatrième position, Borgo. Taux de réussite 87,12. Cinquième position, nous avons l'Atlantique. Taux de réussite 86,09. Le Plateau vient en sixième position. Taux de réussite 83,56%. Le Zou vient en septième position. Le taux de réussite 82,65. Huitième position. La Donga. Taux de réussite 79,86%. Taux de réussite de l'année passée 75,78, soit un bond de 4,08%. Neuvième, Moulmono. Taux de réussite 75,85%. En dixième position, nous avons le département de Koufo où le nombre d'inscrits était de 10 009, admis 7 247, soit un taux de 76,10%. En 11e position, nous avons l'Atakora, admis 7 151, soit un taux de 74,19%. En 12e position, nous avons le département de la Liborie, taux de réussite 73,31, comparativement à l'année dernière, qui le taux était de 67,41. La Liborie a connu un bond de 5,90. Éducation toujours, mais cette fois-ci avec l'enseignement supérieur. L'École nationale d'administration et de magistrature dispose désormais d'une salle numérique répondant aux normes requises. Ce sont les ministres du numérique et de la digitalisation et celles de l'enseignement supérieur qui ont procédé à la mise en service du centre digital de l'ENAM. Ce geste marque officiellement la mise en service de la salle numérique de l'École nationale d'administration et de magistrature de l'Université d'Abomey-Calavi. Une œuvre salvatrice selon les bénéficiaires et saluée par le corps enseignant et administratif de l'entité. Avec la mise en service de la salle numérique de l'ENAM, l'ENAM fait ce que j'appellerais un saut qualitatif dans la civilisation du numérique. Elle espère, avec l'aide de toutes les autorités ici présentes, faire d'autres pas aussi importants. Efficacité et opportunité. Efficacité dans l'identification des besoins, dans les moyens qu'on met en place pour aller aux solutions par rapport à ces besoins et évidemment ce que cela apporte par la suite en termes d'opportunités. C'est en un mot ce que nous allons célébrer et il est important de marquer véritablement donc d'un saut particulier les actions qui gravitent autour de ces expressions. La salle numérique enregistre 45 ordinateurs dotés d'une connexion Internet à haut débit d'une durée d'1 an, pouvant permettre une bonne formation des futurs cadres de l'administration. Séance tenante, les étudiants ont eu droit à une séance pratique en présence des ministres en charge de l'enseignement supérieur et celle du numérique et de la digitalisation. Et donc, chers jeunes de l'ENA, aujourd'hui, nous inaugurons une salle numérique, mais je veux vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas des 45 ordinateurs qui se trouvent dans cette salle, il ne s'agit pas de la connexion qui est là, il ne s'agit pas du tableau interactif ou des ressources pédagogiques qui vont être ainsi mises à votre disposition. Il s'agit surtout de ce que vous allez bâtir avec, de ce que vous allez en faire, de l'utilisation, de l'utilité que cette salle aura pour vous, pour votre avenir. Parce que cette utilité a un impact important sur notre pays. Demain, ce que vous allez apprendre dans cette salle servira dans l'administration béninoise. Ce que vous y apprendrez servira
pour les entreprises dans lesquelles vous allez travailler. C'est une invite à une bonne et rationnelle utilisation des matériels pour permettre à d'autres générations d'en bénéficier. Selon les autorités ministérielles, à l'instar de l'ENAM, les étudiants de l'Institut universitaire de technologie de Parakou disposent aussi d'une salle numérique pour mieux approfondir leurs différentes recherches. La commission administrative paritaire du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été installée hier. Composée de 16 membres, cette commission est saisie pour avis et suggestions sur tout projet de révision ou de modification des tests portant régime juridique d'emploi des personnes du ministère. Pour se conformer aux dispositions de la loi portant statut général de la fonction publique, la commission administrative paritaire du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est installée. Elle compte 16 membres, dont 8 sont proposés par les partenaires sociaux. Les membres auront à connaître des questions d'ordre disciplinaire du personnel de ce ministère. La commission administrative paritaire est un véritable organe qui va à la fois assurer la défense du personnel, statuer sur les problèmes d'ordre disciplinaire et promouvoir le dialogue social au sein du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Eu égard à l'importance que revêt cette mission, j'en appelle au nom de Madame le ministre au sens de probité, d'impartialité et du travail bien fait de toutes les personnes appelées à siéger au sein de cette instance pour garantir le droit, le respect des tests et la justice. La commission est saisie pour avis et suggestions sur le tableau d'avancement de grade, les avantages et récompenses à accorder aux agents du ministère. Elle intervient dans les domaines comme l'évaluation du stage probatoire, des fonctionnaires stagiaires, l'examen des recours administratifs en matière de notation chiffrée, la titularisation et le licenciement ou le renouvellement de stage. Des missions dont elle est à la hauteur, selon le Conseil national du dialogue social. Je n'ai pas de doute par rapport à la mission qui est celle assignée particulièrement aux partenaires sociaux. Je sais que l'université est un lieu d'effervescence où le moindre manquement, la moindre entorse à ce qui devait être aux prérequis, au comportement que l'on doit avoir par rapport à la conduite du dialogue social, je suis persuadé que vous avez les ressources nécessaires pour transcender un certain nombre de problèmes qui peuvent se présenter dans l'exercice de votre mission. La commission intervient également dans l'appréciation des agents. Elle peut aussi se prononcer sur les sanctions disciplinaires du 2e degré. Et maintenant, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a procédé à la revue trimestrielle de son plan de travail annuel. La séance qui est une tradition, s'est déroulée donc par visioconférence et a été présidée par le ministre des PME Modeste Kérékou. Ali Moumouni, Elvis Tonoukoui. C'est depuis son cabinet que le ministre Modeste Kérékou s'est adressé à ses collaborateurs à l'ouverture de cette séance traditionnelle de son département. La revue trimestrielle du plan de travail annuel du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi au 30 juin 2020 s'est déroulée par visioconférence. Ce semestre, mesdames et messieurs, est marqué par la persistance de la crise sanitaire qui ralentit l'exécution des activités de toutes les structures de notre département ministériel. Pour le deuxième trimestre de mise en œuvre du plan de travail annuel du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, les performances n'ont pu atteindre les résultats escomptés. Sur un taux d'exécution physique de 56,53% attendu, seulement 28,28% a été réalisé. Les taux d'exécution financière base engagement et ordonnancement sont respectivement de 37,84% et 35,68%. Nous pouvons donc tous noter une relative contre-performance du ministère par rapport au premier semestre 2019. Au regard de ce constat,
chers collaborateurs, il importe que nous redoublions d'ardeur pour les 2 trimestres à venir afin d'améliorer nos performances. Avec la crise sanitaire liée à la COVID-19, le défi à relever devient plus grand. Une situation face à laquelle la direction de la programmation et de la prospective prend des engagements pour mieux accompagner les différentes structures dans l'accomplissement de leur mission. Je vais finir, Monsieur le ministre Momo, chers invités, en prenant l'engagement avec mon équipe et avec l'appui de la DAF de renforcer le suivi afin d'anticiper sur certains jalons, puis de renforcer l'accompagnement des structures dans la mise en œuvre correcte et à temps des actions retenues pour atteindre les performances de nos différents secteurs. À l'occasion de la revue du plan de travail annuel du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi au 30 juin 2020, les participants ont également suivi le point de la mise en œuvre des recommandations issues de la revue du premier trimestre de 2020. Et dans la même journée, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, lui, a procédé à l'ouverture d'une exposition des reliques historiques. C'est la Maison du Brésil qui a accueilli cette exposition baptisée Siwida Mete Conte. Les détails, Ingrid Day, Ali Momoni. Siwida Mete Conte, tel est l'intitulé de cette exposition, faite ici, dans la Maison du Brésil à Ouida. L'activité retrace l'historique et la culture de la cité de Kwasé. Et comme on ne peut parler du peuple Ouida sans penser à la traite négrière, cette étape de la visite retient l'attention de plus d'un. Alors, quand nous faisons le tour de cette visite, nous avons en concentré effectivement l'histoire de Ouida, l'histoire de cette grande cité historique et culturelle. Nous avons d'abord l'époque du royaume de Sahwe et après nous avons l'époque du contact avec l'Occident et des échanges et hélas également du commerce triangulaire. Et enfin nous voyons Ouida en perspective d'ici quelques années avec tout ce que nous souhaitons faire au niveau du gouvernement pour faire de Ouida la vitrine touristique et culturelle du Bénin. L'exposition fait suite à la rénovation de la Maison du Brésil qui constitue l'un des projets phares entamés depuis plusieurs mois par le gouvernement. Le but est de faire de Ouida la vitrine touristique et culturelle du Bénin. À cette occasion, le nouveau maire de la cité de Kwasé affirme son engagement à œuvrer pour la concrétisation de cette initiative. Ça fait à peine 2 mois que nous avons été élus et installés à l'hôtel de ville de Ouida. Et déjà, les premiers signes de la rénovation, de la restructuration de l'histoire de notre pays sont en train de sortir de terre. Pour moi, en tant que maire de cette cité, ça ne peut être que de la joie, ça ne peut être que de l'émerveillement. Et c'est avec beaucoup d'émotion d'ailleurs que j'ai suivi tout à l'heure l'exposition à la Maison du Brésil, qui nous a montré un peu, rappelé un peu et replongé dans l'histoire de nos ancêtres. Nous avions vu des œuvres magnifiques. Nous avons vu des cartographies qui datent des années 1600 et 1700, qui constituent des patrimoines importants et historiques pour notre pays, le Bénin. Le ministre Jean-Michel Abimbola a profité de la rencontre pour faire le point des nombreux sites en réhabilitation dans la ville de Ouida. Il s'agit entre autres de la maison du gouverneur, le fort français et le musée international de la mémoire de l'esclavage. Financé par la Banque mondiale, représenté par son chef de projet Magueye Dia, ces chantiers sont prévus pour être livrés d'ici fin 2021. Et avant de boucler une note politique, nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle d'avril 2021. Jusque-là, aucune idée de potentiel candidat, même si l'on murmure quelques noms dans l'opinion. Seulement, les femmes leaders du Bénin, elles, suscitent la candidature d'un homme, ou du moins l'invitent à briguer un second mandat. Il s'agit bel et bien de l'actuel chef de l'État, Patrice Talon. C'est à travers une déclaration rendue publique hier jeudi à Cotonou. Regardez. C'est une invitation à se représenter que les femmes leaders du Bénin envoient au président de la République, Patrice Talon.
Les réformes opérées, les réalisations faites sont autant d'éléments qui les amènent à prendre cette position. En briguant un second mandat, le chef de l'État pourra, selon elle, achever l'œuvre de développement en cours. Monsieur le Président de la République, en 4 années seulement, vous avez honoré le Bénin. En 4 années, vous avez apporté de la joie dans les cœurs des filles et fils du Bénin. En 4 années, vous avez travaillé pour soulager les peines de nous, les femmes béninoises. En 4 années, vous avez érigé le Bénin au rang des pays ayant véritablement amorcé leur développement. En 4 années, les enfants du Bénin ont enfin goûté au bonheur grâce à une gestion rationnelle et équitable des ressources du pays. Le chef de l'État, ont-elles martelé, ne peut abandonner de sitôt le pays, bien qu'ayant opté au départ pour un seul mandat. Elles craignent qu'il s'en tienne réellement à sa parole. Au-delà donc de sa volonté, elles estiment qu'il doit continuer avec la gestion du pays. En prenant le pouvoir, vous aviez dit que vous feriez un seul mandat. Vous êtes un homme de parole. Mais aujourd'hui, plus que votre parole, il s'agit d'une question de souveraineté nationale. Il s'agit de l'appel de tout un peuple. Il s'agit de la volonté des populations de votre pays, le Bénin. Nous vous demandons de bien vouloir l'accepter, car nous voulons aller plus loin avec vous. Nous voulons que les réformes se poursuivent. Nous voulons que le redressement économique du Bénin ne s'arrête pas en si bon chemin. Nous voulons continuer à vivre cet épanouissement pendant longtemps. Nous voulons que ce pays soit assaini totalement des maux qui freinent son développement. Elles disent avoir besoin de l'accord du président Patrice Talon pour dérouler le rouleau compresseur. Pour elles, sa réélection est assurée. C'est la fin de ce journal que l'équipe technique de la réalisation et celle de la diffusion et moi vous remercions d'avoir suivi. Encore une fois, bonne fête de la Tabaski à toute la communauté musulmane. S'il vous plaît, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières. À bientôt.